Imaginons juste un instant qu'on doive construire un moteur de voiture. OK. Sauf que là, on reçoit des pièces d'un avion de chasse puis les instructions d'un tracteur. Et mettons que les 5 mécaniciens sur le projet refusent de se parler. C'est clair que ça part mal. Ben c'est ça. Au pire, ils essaient activement de saboter le travail des autres pendant que le chrono tourne. En temps normal, on dirait tous que c'est une recette infaillible pour un désastre complet. Absolument, mais en politique, c'est ce qu'on appelle un gouvernement de coalition. Ouais, l'image est quand même frappante. Ben, ça illustre bien une chose. On aime souvent penser que la politique au sommet de l'État, ça obéit à une logique rationnelle très précise. Mais quand on regarde les dynamiques internes de gouvernements fragmentés, ben, ça ressemble beaucoup plus à de la gestion de crise permanente. OK, décortiquons tout ça. C'est justement la mission de notre analyse d'aujourd'hui, spécialement pensée pour notre auditoire étudiant. On va essayer de simplifier et de décoder une mécanique politique qui est, disons, très instable. Exactement. On s'en va en Belgique. On est en mai 2026, une période vraiment charnière. Et le but, c'est de comprendre comment fonctionne, ou plutôt comment dysfonctionne, cette fameuse coalition gouvernementale qu'ils appellent l'Arizona. Et pour faire ce décryptage, on a fouillé dans une pile de documents fascinants. On s'appuie sur des baromètres politiques récents, genre le grand baromètre Ipsos de mars 2026, mais aussi sur des enquêtes de médias indépendants comme Médard et Apache, et bien sûr sur ce que dit la presse internationale qui observe tout ça à la loupe. Fait que, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut un peu placer le contexte pour notre auditoire. Pour comprendre la Belgique, imaginez un peu les chicanes historiques entre Ottawa et les provinces, mais multipliées par 10. C'est une bonne comparaison. Avec des barrières linguistiques étanches et un système où aucun parti ne peut jamais gouverner tout seul. Présentement, le gouvernement fédéral belge est dirigé par le nationaliste flamand Bart de Wever du parti N-VA. C'est ça. Il a prêté serment en février 2025 après, écoutez bien, 239 jours de négociations. C'est énorme. Et là, à peine 15 mois plus tard, la coalition frôle déjà la crise existentielle. Fait que comment 5 partis avec des visions aussi différentes font pour s'asseoir à la même table? Bien, c'est là toute la complexité du système belge. Pour vraiment comprendre leurs décisions, il faut regarder l'anatomie de ce travail d'équipe forcé. Ouais. La coalition Arizona, tu sais, c'est pas du tout un partenariat entre égaux. C'est super asymétrique. OK, de quelle façon? Sur papier, ça penche lourdement à droite. On parle de 68 sièges au Parlement qui sont occupés par la droite conservatrice et le centre-droit libéral. Et de l'autre bord? De l'autre bord, face à ce gros bloc, il y a un seul parti de centre-gauche. Ce sont les socialistes flamands de Vooruit. Et eux, ben, ils n'ont que 13 sièges. Attends un peu, là. 68 sièges à droite contre 13 à gauche. Ça ressemble pas à une coalition, ça semble presque à une prise d'otage. Comment un si petit parti fait pour survivre là-dedans sans se faire manger tout rond? C'est fascinant parce que la réponse, c'est une question de mathématiques pure. La droite a 68 sièges, oui, mais pour avoir la majorité absolue et passer des lois, ça en prend 76. Ah! Fait que ces 13 sièges-là, c'est littéralement la clé de voûte. Si les socialistes claquent à porte, le gouvernement tombe au complet. Fait qu'il y a une sorte de droit de veto implicite? Exactement. Ils sont la petite caution sociale, mais avec un immense pouvoir de blocage. Ah, OK, je comprends mieux. Mais selon nos sources, le vrai problème, c'est même pas cette dynamique gauche-droite. C'est l'ambiance qui a l'air incroyablement toxique entre les partenaires de droite eux-mêmes. Ah oui, c'est assez intense. Les documents parlent du CERN, le comité ministériel restreint. C'est censé être la place où les ministres clés prennent les décisions urgentes, non? C'est le cœur du réacteur, ouais. Mais apparemment, c'est complètement paralysé par un choc d'ego dantesque entre les premiers ministres Bart de Wever et Georges-Louis Boucher, qui est le président du Parti libéral MR. Oui, la dynamique avec Georges-Louis Boucher, c'est vraiment particulier. Son parti fait partie du gouvernement, il a des ministres au cabinet. Mais lui n'est pas ministre. Il reste à l'extérieur. C'est ça. Et au lieu de soutenir son propre camp, il agit tous les jours comme le principal opposant, mais de l'intérieur. Il critique les accords, il bloque les dossiers, il va même jusqu'à désavouer ses propres ministres en public. C'est exactement l'analogie du travail d'équipe à l'université. On a tous connu ce gars-là, tu sais, qui refuse de faire sa part, qui critique tout à la dernière minute, et le jour de la présentation, il se lève pour dire devant le prof que le PowerPoint est nul, alors que son nom est dessus. C'est exactement ça. Mais comment le premier ministre fait pour avancer quand le gars, son siège passager, tire le frein à main aux 2 minutes? Ben, la vérité, c'est qu'il n'y arrive pas toujours. Et ça mène à des crises institutionnelles assez graves. L'exemple parfait dans nos documents, c'est la crise d'avril 2026. Raconte! Le contexte était tendu avec l'inflation.
Le gouvernement s'accorde sur un plan d'aide énergétique ciblé. Les ministres libéraux étaient d'accord, mais la veille de l'annonce, Boucher met son veto de l'extérieur. Il refuse toute nouvelle dépense. Et ça a bloqué tout le processus? À un point tel que l'État s'est pratiquement arrêté. Et c'est là que le roi Philippe a dû intervenir. Attends, quoi? Le roi s'en est mêlé? Ouais, c'est rarissime. En Belgique, le roi a un rôle surtout symbolique. Il ne se mêle pas de la politique au jour le jour. Ben non, c'est censé être juste cérémonial. Exact. Mais là, le pays risquait de ne plus avoir de budget fonctionnel juste à cause d'une chicane d'ego. Le roi a dû convoquer les acteurs en coulisses pour débloquer l'impasse. Wow! Quand un monarque doit agir comme un éducateur en garderie pour forcer des politiciens adultes à s'entendre, ça en dit long sur la crise de confiance. Totalement. Et cette crise-là, elle déborde aussi sur la politique étrangère. Prenez la question de Gaza. D'un côté, vous avez Maxime Prévost, du Parti des Engagés, qui demande des sanctions contre Israël et la reconnaissance de l'État palestinien. Et de l'autre côté? Le MR et la NVA qui bloquent tout. Ils refusent toute action unilatérale pour ne pas isoler la Belgique. Fait que le pays est incapable d'avoir une voix claire à l'international. Mais là, question logique, tu sais. S'ils ne s'entendent sur rien, ni le budget, ni l'énergie, ni l'international, pourquoi ils ne déclenchent pas des élections anticipées? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on trouve la réponse dans les sondages. C'est la peur viscérale des élections qui les maintient ensemble. Ah, ils ont peur de perdre. C'est ça. En Flandre, la NVA voit l'extrême droite prête à prendre le pouvoir. Du côté francophone, la gauche radicale monte en flèche. Déclencher des élections maintenant, ça serait un suicide politique pour la coalition. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette obligation de cohabiter, ça donne des politiques économiques qui ressemblent à du gros bricolage. Oui, surtout pour le budget. Revenons en 2024. Les partis de droite promettaient aucune nouvelle taxe. Zéro. Puis là, en 2026, l'Union européenne débarque et exige un effort budgétaire de 9,2 milliards d'euros. Il faut rappeler que l'Europe impose des règles très strictes sur le déficit pour protéger l'euro. Si un pays dépasse la limite, il doit couper, sinon il y a des sanctions d'impôts. Par des contorsions sémantiques. Ils ont inventé le terme « correction technique ». Ah, j'adore! Une correction technique, c'est tellement une belle façon de dire « on va vous taxer ». Exactement. Et l'une de ces corrections, c'est une nouvelle taxe de 10 % sur les plus-values financières. Mais attends, l'UMR et la NVA sont de droite, ils détestent taxer le capital. Comment c'est passé? Souviens-toi de nos 13 sièges socialistes de Voorwiet. Ah, le fameux veto implicite. Voilà. Pour Voorwiet, c'était la ligne rouge. Pas de coupe sociale sans faire payer un peu les gros capitaux. S'ils n'avaient pas cette taxe, ils faisaient tomber le gouvernement. Les libéraux ont dû avaler la pilule. Et cette recherche paniquée d'argent, ça a aussi donné des mesures complètement absurdes, comme cette histoire de TVA sur la culture. Le fiasco de la TVA, oui. Nos sources montrent qu'ils voulaient créer 2 catégories d'art. Une TVA à 6 % pour les arts dits supérieurs, genre l'opéra, et 12 % pour les arts dits passifs, comme les concerts pop ou rock. C'est vraiment de l'amateurisme législatif. Le Conseil d'État, qui est la plus haute cour administrative là-bas, a dû intervenir. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fustigé la mesure. Ils ont jugé que c'était totalement arbitraire et discriminatoire de taxer un violon différemment d'une guitare électrique. La mesure a été annulée. Sauf que le gouvernement avait déjà mis cet argent-là dans son budget prévu. Ça a creusé un trou d'1 demi-milliard d'euros instantanément. C'est ça qui arrive quand on légifère à la va-vite. Et ce besoin de couper partout, ça touche directement les étudiants et les jeunes diplômés qui nous écoutent. La réforme des droits d'auteur, par exemple, c'est venu frapper les jeunes créateurs de plein fouet, n'est-ce pas? Absolument. Le gouvernement a restreint les régimes fiscaux avantageux des droits d'auteur, mais surtout pour ceux qui ont le statut de starter, les débutants. Les artistes déjà établis, eux, gardent leurs avantages. Et le pire, c'est qu'ils ont appliqué ça de façon rétroactive. Fait qu'un jeune qui s'est lancé en affaires avec ce plan-là s'est fait réclamer de l'argent après coup. C'est une insécurité juridique totale. Le Conseil d'État a encore une fois critiqué cette méthode. Mais ça montre bien vers quoi le gouvernement se tourne maintenant. Comme il n'arrive plus à bricoler des taxes, il s'attaque directement au filet social. Ouais. On rentre dans l'austérité sociale pure et dure, ce qui va complètement redessiner le marché du travail pour notre auditoire étudiant. Prenons la limitation du chômage à 24 mois maximum, qui est entrée en vigueur en mars 2026. C'est une mesure majeure. On parle de 184 000 personnes qui risquent d'être exclues du système. Si on relie ça à la situation globale, la logique de la droite, c'est d'augmenter le taux d'emploi par la contrainte.
L'idée, c'est de réduire les dépenses et de forcer les gens à prendre les emplois disponibles pour satisfaire l'Europe. Sauf que c'est une injonction hyper contradictoire. On coupe les vivres aux chômeurs, mais on ne leur garantit pas un emploi stable derrière. Et ces gens-là ne s'évaporent pas. Ben non. Et se tournent vers l'aide sociale locale, les CEPAS. Fait que le fardeau est juste transféré aux municipalités, comme à Bruxelles, qui se retrouvent complètement asphyxiées financièrement. Exactement. Le fédéral sauve de l'argent sur papier, mais les villes croulent sous les nouvelles demandes d'aide. Et cette précarité, elle s'étend aussi à la retraite. Ah oui, la réforme des pensions? Le gouvernement a instauré un malus pension. En gros, pour prendre sa retraite anticipée à 60 ans, il va falloir prouver 35 années de carrière que l'État qualifie d'effective. C'est ce mot-là qui fait mal, effective. Parce qu'avant, si tu faisais de longues études ou si tu prenais un congé parental, ça comptait en partie. Mais là, avec les nouvelles règles durcies, c'est fini. Ce qui pénalise directement les carrières atypiques, les jeunes qui enchaînent des petits contrats et statistiquement, beaucoup de femmes. C'est vraiment brutal. Fait que face à ça, l'opposition ne reste évidemment pas les bras croisés. On assiste à des tactiques de blocage parlementaire complètement folles, non? Oui, l'opposition utilise tous les leviers possibles. Prenons la fameuse loi programme du printemps 2026. C'est un document de 735 pages avec toutes les coupes budgétaires. Ça devait passer le 20 mai. Mais c'est retardé. Toujours retardé. En Belgique, avec 55 signatures de députés, on peut forcer l'envoi d'une loi au Conseil d'État, ce qui bloque le vote pendant 30 jours. C'est brillant, techniquement. Et qui a signé ça? C'est là que c'est surréaliste. Pour avoir les 55 signatures, on a vu une alliance de circonstances entre la gauche, les écologistes, les marxistes du PTB, et de l'autre côté, l'extrême droite du Vlaams-Belang. Attends, l'extrême gauche et l'extrême droite ont signé le même papier juste pour troller le gouvernement? Exactement. C'est une obstruction parlementaire assumée. C'est fou. Et pendant que ça bloque au Parlement, la rue s'en mêle aussi. Le 12 mai 2026, il y a eu des blocages physiques majeurs, des grèves de train. Le Parti de gauche radical, le PTB, orchestre ça avec les syndicats. D'ailleurs, le PTB est devenu le premier parti dans les sondages à Bruxelles. Ils ont un argument qui frappe fort. Ils dénoncent les milliards dépensés pour acheter des avions de chasse F-35 pour l'OTAN. Le contraste est énorme. On dit aux gens qu'il n'y a plus d'argent pour le chômage ou les pensions, mais on trouve des milliards pour des avions de guerre. Que ce soit justifié ou non sur le plan de la défense, au niveau de la communication politique intérieure, c'est dévastateur. L'opposition s'en sert pour galvaniser la contestation. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond? On a une coalition, l'Arizona, qui devait sauver la compétitivité belge, mais qui est devenue un vrai champ de bataille. Jeunes travailleurs, puis une opposition qui bloque chaque tentative d'avancer. Et c'est pour ça que c'est important pour notre auditoire étudiant. Ces querelles-là redessinent les règles de votre entrée sur le marché du travail. Et pour terminer, ça soulève une réflexion plus large qu'on n'a pas beaucoup explorée aujourd'hui. On parle du niveau fédéral, mais au niveau régional, c'est aussi bloqué. À Bruxelles, ça a pris un record hallucinant de 615 jours pour former un gouvernement. 615 jours sans gouvernement. C'est irréel. Et le chef du gouvernement fédéral, Bart de Wever, est un nationaliste flamand. Son but politique à long terme, c'est l'indépendance de la Flandre ou la fin de l'État unitaire belge. Fait que la question se pose. Et si c'était fait par exprès? Exact. Est-ce que ce chaos chronique, cette paralysie tolérée, ça ferait pas partie d'une stratégie implicite pour prouver que la Belgique, en tant que pays, ne fonctionne tout simplement plus? Ah, wow! On laisserait les mécaniciens saboter le moteur juste pour prouver qu'il faut jeter la voiture au vidange? C'est une hypothèse très présente chez les analystes. Ça, c'est une pensée vertigineuse pour clore notre analyse. Merci d'avoir démêlé tout ça avec moi. Gardez l'œil ouvert sur la façon dont ces décisions modèlent la société de demain. À la prochaine pour un autre décryptage. Imaginons une situation, juste pour mettre la table. D'accord, je t'écoute. Fait que quelqu'un passe toute sa carrière politique, toute sa vie d'adulte en fait, avec un seul objectif en tête. Ouais. Et cet objectif-là, c'est de démanteler légalement son propre pays, de prouver que l'État ne fonctionne juste pas, qu'il est complètement brisé, puis qu'il faut le séparer en morceaux. C'est un gros programme. Ben oui. Et puis, un beau matin, cette même personne-là se réveille au poste de premier ministre. Ah, wow! Et là, sa seule job, son unique mandat, c'est de sauver ce pays-là. C'est l'ironie totale. Exactement. C'est la réalité absurde, genre presque surréaliste, que vit Bart de Wever en Belgique en ce moment, en mai 2026. C'est un paradoxe absolu et honnêtement, c'est ce qui rend la politique belge actuelle si fascinante à observer. Tellement.
qu'il a toujours méprisé. Oui. Et là, il doit faire fonctionner tout ça avec une équipe gouvernementale qui se déteste à peu près ouvertement. Fait que bienvenue à tout le monde dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge directement dans les coulisses du pouvoir belge. Je suis prête. Notre mission, c'est vraiment de comprendre comment et pourquoi cette fameuse coalition gouvernementale qu'on appelle l'Arizona est littéralement en train d'imploser de l'intérieur. Oui, on va décortiquer tout ça. Et juste pour le contexte, pour ceux qui nous écoutent, on l'appelle Arizona parce que les couleurs des partis politiques impliqués rappellent le drapeau de cet État américain. Exact. Il y a le jaune de la NVA, le parti de DeVaver, le bleu des libéraux du MR, le rouge des socialistes flamands de Voorhout, puis l'orange des centristes du CDNV et des engagés. C'est un bel arc-en-ciel politique. Mais ça a été long, hein? Ils ont formé ce gouvernement-là en février 2025. Ça leur a pris 239 jours de négociations. Ouais, 239 jours. C'est immense. C'est un exploit en soi, même pour la Belgique, qui est pourtant habituée aux très longues crises politiques. C'est vrai. Mais il faut vraiment comprendre que ce qu'on observe en ce moment, c'est pas juste de la petite politique locale ou des chicanes de clocher. Non, c'est plus grand que ça. C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour toute l'Europe. C'est en Belgique que se joue en ce moment un affrontement brutal entre l'orthodoxie budgétaire exigée par l'Europe, la survie des droits sociaux, puis une incapacité totale à s'entendre sur les crises mondiales. Et comme toujours dans notre analyse, on va rapporter les faits de manière totalement neutre, sans prendre parti, juste pour essayer de comprendre les dynamiques en jeu. Tout à fait. On regarde la mécanique. D'accord. Alors plongeons dans cette mécanique-là. La première chose qui saute aux yeux quand on regarde la composition de cette coalition, c'est que la mathématique n'a juste aucun sens. Non, c'est complètement asymétrique. Fait qu'on a un bloc énorme de centre-droit et de droite conservatrice qui regroupe la NVA, le MR, le CDNV puis les engagés. Ça pèse 68 sièges au Parlement. Oui. Et face à ça, genre complètement seul de l'autre bord, on a les socialistes flamands de Voorhout avec 13 petits sièges. Exactement. 13 sièges contre 68. Le déséquilibre est frappant. Mais attends une minute, si on se met dans la peau des stratèges de Voorhout, pourquoi est-ce qu'on s'embarque là-dedans? C'est du suicide politique. Ça en a toute l'air. Avec 13 sièges contre 68, c'est évident qu'ils vont se faire écraser sur chaque décision économique. Pourquoi accepter de jouer le rôle du seul filet social dans un gouvernement de droite? Bien, c'est parce qu'en Belgique, le système électoral proportionnel rend la formation de majorités extrêmement complexe. OK. Pour gouverner, il faut absolument atteindre le chiffre magique de 76 sièges à la Chambre. Puis le bloc de droite en avait juste 68. Voilà, il leur manquait des partenaires. Du côté francophone, les socialistes du PS ont catégoriquement refusé de s'allier avec la NVA. Ah, fait qu'il ne restait plus grand monde. Il ne restait que Voorhout côté flamande pour faire l'appoint. Voorhout a fait le pari de rentrer dans le gouvernement pour essayer de limiter la casse sociale de l'intérieur. Mais dans les faits, ça doit être invivable. C'est une tension idéologique permanente. À chaque conseil des ministres, c'est du 1 contre 4. Ce qui nous amène inévitablement au duel monumental qui paralyse ce gouvernement. D'un côté, on a le premier ministre, Bart De Wever, Ouais. et de l'autre, on a Georges-Louis Boucher, le président du Parti libéral francophone, le MR. La dynamique entre les deux, c'est fou. C'est explosif. Moi, l'image que j'ai, c'est comme s'ils étaient poignés dans la même voiture. De Wever a les deux mains agrippées sur le volant et essaie d'avancer droit devant pour imposer les coupes budgétaires. Et l'Europe demande ces coupes-là. Exact. Mais Boucher, lui, il est même pas sur le siège passager. Il est sur la banquette arrière, puis il tire le frein en main à deux bras à chaque fois que De Wever essaie de passer la moindre nouvelle taxe. L'analogie est parfaite. Georges-Louis Boucher a d'ailleurs fait un choix stratégique très précis. Lequel? Il a décidé de ne pas devenir ministre lui-même. Ah, c'est brillant, ça. Ben oui, il est resté à l'extérieur du gouvernement, à la tête de son parti, fait que ça lui donne une liberté de parole totale pour critiquer son propre gouvernement. C'était un peu le meilleur des deux mondes pour lui. Sauf que ça bloque le fameux CERN, le comité ministériel restreint, où les vraies décisions se prennent. Le maire refuse systématiquement toute augmentation d'impôts, peu importe laquelle, au nom du libéralisme économique. Et ça a des conséquences graves dans la vie de tous les jours. Si on repense au printemps 2026, quand l'inflation de l'énergie a recommencé à frapper super fort, Ah oui, cet épisode-là. De Wever puis les autres voulaient débloquer des aides d'urgence pour les ménages. Mais Boucher a dit non. Il a complètement bloqué la machine au nom de l'équilibre budgétaire. Puis le blocage était tellement profond que ça a pris une intervention royale. Genre, le roi Philippe
a dû décrocher son téléphone puis faire pression aux coulisses sur Boucher pour que le pays puisse avancer. C'est quand même incroyable. Quand on a besoin du monarque pour aider le monde à payer leurs factures d'électricité, il me semble que c'est un signe clair que le système est brisé. Ça illustre à quel point la structure décisionnelle est à l'arrêt. Et ce frein en main constant nous amène directement à la source de ces tensions. Le fameux trou dans le budget. Le trou budgétaire. Parlons-en, parce que les chiffres donnent carrément le vertige. Le gouvernement Arizona doit trouver plus de 20 milliards d'euros. Exactement 20 milliards. C'est colossal! Et c'est pas juste parce qu'ils se sont levés un matin avec l'envie de faire le ménage dans les finances. Non, pas du tout. C'est une contrainte imposée de l'extérieur. La Commission européenne a placé la Belgique sous une procédure pour déficit excessif. Fait que s'ils ne font rien, qu'est-ce qui arrive? Si le pays ne montre pas patte blanche puis ne présente pas un plan crédible, il s'expose à des amendes astronomiques et à une perte de confiance sur les marchés financiers. Ouch! Donc, De Wever a cette énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il doit couper et il doit couper massivement. Et c'est là qu'on voit les immenses contradictions de cette coalition-là s'étaler au grand jour. Parce que pour trouver ces 20 milliards-là, il faut bien taper dans le portefeuille de quelqu'un. Exactement. On le disait tantôt, vous rutez tout seul à gauche, mais ont quand même réussi à arracher un trophée. Une taxe de 10 % sur les plus-values financières qui est entrée en vigueur en janvier 2026. Et évidemment, le MR a fait une crise. Ben oui, mais c'était le prix à payer pour garder vos ruttes dans le bateau, j'imagine. Oui, sauf qu'en échange de cette petite victoire pour la gauche, la droite a sorti la hache. Et la hache a frappé fort. Elle a frappé à plusieurs endroits très sensibles. D'abord du côté des entrepreneurs et des PME. Le gouvernement a touché à ce qu'on appelle le régime VVPR bis. Ah, ça c'est le truc technique, mais super important. Très important, ils ont augmenté brutalement la taxation sur les dividendes à 18 %. Expliquons ça un instant à notre auditoire, parce que c'est fondamental pour comprendre la colère en Belgique. En gros, le VVPR bis, c'était un mécanisme légal, un peu comme une promesse que l'État avait faite aux petits patrons. Exactement, une promesse d'allègement fiscal. C'était du genre, gardez vos profits à l'intérieur de l'entreprise pendant quelques années au lieu de vous les verser tout de suite, puis on va vous récompenser en vous taxant beaucoup moins à la sortie. C'était vraiment une incitation à capitaliser les PME pour les rendre plus fortes. Et là, rétroactivement, le gouvernement change les règles du jeu puis monte la taxe à 18 %. C'est perçu comme une véritable trahison par les entrepreneurs. Complètement. Surtout que ces entrepreneurs-là, c'est la base électorale de la droite. C'est un bris de confiance majeur. Et ça ne s'arrête même pas là. Le monde culturel a aussi pris un coup terrible. Oui, avec la suppression des frais forfaitaires pour les jeunes artistes liés aux droits d'auteur. Exact. Mais tout ça, c'est presque mineur à côté de la véritable bombe sociale de l'Arizona. Les réformes structurelles. Oui, les réformes sur les pensions et le chômage. Ça, c'est le cœur du problème. Ah oui, le fameux malus pension. Ça, c'est d'une brutalité mathématique fascinante. Vas-y, explique-nous comment ça marche. Le gouvernement a décrété que, pour avoir le droit de partir à la retraite de façon anticipée à 60 ans, un travailleur doit désormais prouver 42 ans de carrière. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Mais attention, pas n'importe quelles années. Il faut prouver un minimum de 312 jours de travail effectif par an. Et c'est là qu'il faut regarder comment le calcul se fait en réalité. Comment on arrive à 312 jours? Une année de travail classique à temps plein, ça compte généralement 260 jours ouvrables. Le chiffre de 312 jours inclut théoriquement les week-ends ou certains congés payés selon leur grille de calcul hyper complexe. OK. Mais le piège, c'est que si une personne travaille à temps partiel ou si elle subit des périodes de maladie non couvertes, elle n'atteindra juste jamais ce seuil-là. Ce qui veut dire qu'en pratique, cette réforme-là pénalise directement deux catégories précises de la population. Les femmes, qui ont beaucoup plus souvent des carrières morcelées ou à temps partiel. Absolument. Et les travailleurs manuels qui exercent des métiers pénibles et qui finissent souvent en invalidité avant la fin de leur carrière. On leur dit essentiellement, vous ne pourrez jamais partir à 60 ans. C'est une barrière infranchissable pour eux. Et en parallèle de cette réforme des retraites, le gouvernement a aussi décidé de limiter les allocations de chômage dans le temps. Avec un plafond strict. Oui, un plafond de 24 mois. Après 2 ans, l'aide fédérale s'arrête. Point final. C'est l'équivalent économique du jeu des chaises musicales. C'est une bonne image. Quand on coupe le chômage après 24 ans, la pauvreté ne s'évapore pas par magie dans la nature. Les gens ont toujours besoin de manger puis de payer leur loyer. Évidemment! Alors, quand la musique s'arrête, qui ramasse la facture? Ce sont les municipalités, par l'entremise des CPA, les centres d'aide sociale locaux. Le gouvernement fédéral sauve de l'argent dans son propre fichier Excel, mais il pèle-toi le problème dans la cour des villes. Exact.
Les projections montrent que juste à Bruxelles, il y a 17 000 personnes qui vont être exclues du chômage et tomber à la charge de l'aide sociale locale. Les villes n'ont juste pas les budgets pour absorber un choc pareil. C'est un transfert de charges massif. Et sans surprise, la réaction de la rue a été à la hauteur de ce choc-là. On l'a bien vu. On ne peut pas imposer une telle cure d'austérité sans provoquer un embrasement social. Dès octobre 2025, 140 000 personnes ont marché dans les rues. C'est historique comme mobilisation. Oui. Et en ce mois de mai 2026, on assiste à des vagues de grève générale. Les syndicats utilisent des mots très durs. Ils qualifient ces réformes de machines à broyer les gens. Ils parlent même de guerre sociale. Le pays est en ébullition sur le plan intérieur, c'est indéniable. Sauf que le drame, c'est que cette paralysie domestique, cette incapacité-là à s'entendre sur les impôts ou l'énergie, ça déborde de leurs frontières. Ah oui, ça ne reste pas à l'interne. Quand un gouvernement n'est pas capable de régler une facture d'électricité à l'interne, sans appeler le roi, comment est-ce qu'il peut s'asseoir à la table des adultes en Europe pour discuter des grands enjeux mondiaux? C'est très difficile. Puis la crédibilité diplomatique de la Belgique est littéralement en train de s'effondrer. C'est une conséquence inévitable. La politique étrangère est souvent le miroir des fractures internes. Pour un pays comme la Belgique, qui accueille le siège de l'Union européenne puis de l'OTAN, c'est un vrai problème. Afficher une telle division, c'est désastreux. Et l'exemple le plus flagrant de ça, c'est la gestion du dossier russe. Oh mon Dieu, l'épisode de l'entrevue dans le journal L'Écho. Ça n'a juste pas de bon sens. C'était complètement inattendu. On a le premier ministre d'un pays membre de l'OTAN, Bart de Wever, qui déclare publiquement qu'il va falloir penser à négocier avec la Russie, de normaliser un peu les choses pour que l'Europe puisse retrouver son accès à une énergie bon marché. Puis on est en pleine guerre en Ukraine. L'onde de choc a été immédiate. À Bruxelles, dans les couloirs de la Commission européenne, c'était l'indignation totale. Je peux l'imaginer. Et ça a mis le propre ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Maxime Prévost, qui est issu du parti centriste Les Engagés, dans une position complètement intenable. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a été obligé de désavouer son propre premier ministre sur la place publique. Il a dû sortir pour déclarer que céder aux exigences russes ruinerait complètement l'unité européenne. C'est fou. On s'est retrouvé avec une diplomatie à deux têtes. Le chef du gouvernement dit blanc, puis son ministre des Affaires étrangères dit noir. Et sur la question du Moyen-Orient, c'est exactement la même cacophonie. Ah oui, le fameux Kern est incapable de s'entendre sur Gaza. D'un côté, Voorhout, le CDNV et les engagés exigent des sanctions économiques fermes contre Israël. Mais de l'autre côté, bord de la table, le MR et la NVA mettent leur veto absolu. Tout ce qu'ils ont réussi à produire, c'est un compromis tellement dilué lors du discours de De Wever à l'ONU en septembre 2025. C'était quoi ce compromis? Il a offert une reconnaissance de l'État de Palestine, mais assortie de conditions tellement strictes et irréalisables à court terme que ça ne changeait absolument rien à la donne. C'est de la paralysie pure et simple. Et cette faiblesse institutionnelle-là ouvre la porte à un autre phénomène très inquiétant. Lequel? L'ingérence étrangère. Quand l'État est faible, d'autres acteurs s'engouffrent dans la brèche. Ah, tu veux parler de l'affaire d'Anvers? Oui, ça nous mène à cette anecdote qui m'a sincèrement fait halluciner. C'est la crise surréaliste des Morel de ce mois de mai 2026. Oui, c'est une histoire incroyable. On part d'un fait divers hyper local. Le parquet d'Anvers, la justice locale, décide d'ouvrir une enquête et de poursuivre 2 Morel. Ce sont des circonciseurs rituels au sein de la communauté juive. D'accord. Ils sont poursuivis pour exercice illégal de la médecine. Et il est important de préciser que les plaintes venaient de l'intérieur même de la communauté. Fait que c'est un dossier de justice pénale locale, un point c'est tout. En temps normal, la justice fait son travail de manière indépendante et ça s'arrête là. Exactement. Mais soudainement, l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White, qui a été nommé par la nouvelle administration de Donald Trump, décide de s'en mêler publiquement. Il est sorti de son rôle. Complètement. Il sort de son devoir de réserve, critique ouvertement la justice belge et il va jusqu'à accuser la Belgique d'antisémitisme d'État. Un diplomate étranger qui menace le système judiciaire du pays hôte, c'est du jamais vu. Mais ce qui rend cette affaire symptomatique de l'état de décomposition du pouvoir belge, ce n'est même pas tant l'intervention de l'ambassadeur américain. C'est la réaction à l'interne. Au lieu de faire bloc pour défendre l'indépendance de la justice belge, un député, membre de la majorité, Michael Freilich, qui fait d'ailleurs partie de la NVA, le propre parti du premier ministre. Oui, il a pris l'avion pour Washington, puis est allé faire du lobbying auprès des politiciens américains contre les institutions judiciaires de son propre pays
C'est complètement aberrant. Un élu de la majorité qui demande à une superpuissance étrangère de mettre de la pression sur son propre système de justice. Le chaos était tel que la commission d'éthique du Parlement belge a dû se réunir pour publier un avertissement formel historique. Ils ont dû rappeler à leurs propres élus qu'ils ne pouvaient pas compromettre l'indépendance judiciaire en jouant le jeu de puissance étrangère. Quand on en est rendu à devoir rappeler ça par écrit à un député, c'est que la cohésion de l'État n'existe tout simplement plus. Et politiquement, on ne peut pas maintenir un tel niveau de dysfonctionnement sans en payer le prix fort dans les sondages. Que ce soit l'austérité féroce qui met le monde dans la rue ou la perte de crédibilité diplomatique, ça finit par coûter cher. Ce qui nous amène à la facture électorale. Il y a les salés. Les chiffres du grand baromètre Ipsos publiés en mars 2026 sont sans appel. La coalition Arizona n'a virtuellement plus de majorité absolue. C'est une chute drastique. Aux élections de 2024, ils avaient cumulé 81 sièges. Dans les intentions de vote actuelles, ils s'effondrent à 71 sièges. Et sachant qu'il en faut 76 pour gouverner? C'est ça. Ce gouvernement il est techniquement en mort clinique dans l'opinion publique. Mais là encore, la dynamique est fascinante à analyser parce que la chute n'est pas du tout symétrique. Tous les partis au pouvoir ne payent pas le même prix. Et c'est là qu'on voit l'impact réel du blocage systématique du MR. En Flandre, la N-VA de Bart de Wever arrive à se maintenir, trônant toujours à environ 25,5 %. Son électorat lui reste quand même fidèle. C'est surprenant, mais oui. Par contre, en Wallonie francophone, c'est la dégringolade totale pour le MR de Georges-Louis Boucher. Il tombe à 21 %, perdant plus de 7 points d'un coup. Et on n'a pas besoin de chercher très loin pour comprendre qui en profite. Le Parti socialiste francophone, le PS. Absolument. Le PS, qui avait refusé d'entrer dans ce gouvernement de droite, récolte les fruits de son passage dans l'opposition. Libéré des contraintes de l'austérité sans avoir à assumer les coupes impopulaires. Fait que le Parti socialiste redevient le premier parti en Wallonie avec près de 28 % des voix. En fin de compte, le MR de Boucher a voulu jouer au shérif de l'austérité au niveau fédéral, mais c'est lui qui se fait punir par les électeurs wallons au niveau régional. C'est le retour du balancier. Et au-delà des partis traditionnels, cette lassitude généralisée nourrit directement ce qu'on appelle le vote de rupture. Les gens sont fâchés. Les électeurs épuisés par cette stagnation se tournent vers les extrêmes. À Bruxelles, le PTB, qui est un parti de gauche radicale d'inspiration marxiste, devient la première force politique avec plus de 25,5 % des intentions de vote. C'est énorme, c'est du jamais vu. Et en Flandre, c'est l'extrême droite du Vlaams-Belang qui reste au coude à coude avec la N-VA. Le pays se polarise tellement qu'il devient mécaniquement ingouvernable. Fait que si on veut un exemple parfait de cette paralysie systémique, il suffit de regarder la région bruxelloise. La capitale de l'Europe a vécu une crise absolument effarante. Tu parles de la période sans gouvernement. Oui, ils sont restés 615 jours sans gouvernement régional fonctionnel. 615 jours, c'est ahurissant. Avant qu'un accord de la dernière chance ne soit finalement bricolé à la Saint-Valentin 2026. Ça donne une bonne idée du niveau de blocage. Et les tentatives pour contrer cette désaffection de la population sont parfois un peu maladroites. Prenons l'exemple des libéraux flamands, l'ancien parti Open VLD. Ah, ça, c'est la tentative de relations publiques qui a tourné au désastre. Raconte. Le parti, voyant qu'il s'en allait droit dans le mur, a décidé en janvier 2026 de faire peau neuve. Ils ont changé leur nom pour s'appeler Anders, ce qui signifie autrement en flamand. C'est un classique. On change le logo, on change le nom pour faire croire à un renouveau. Exact. Mais le résultat, il stagne à 5,6 % dans les sondages. Ça prouve que les électeurs, qui sont profondément angoissés par l'inflation puis les coupes dans les retraites, ils ne se laissent plus berner par un changement cosmétique. Ils veulent du concret. Ils veulent des réponses sur leur pouvoir d'achat, pas une nouvelle agence de marketing politique. Donc, si on doit synthétiser tout ce panorama pour notre auditoire... Vas-y. La coalition Arizona n'a plus rien à voir avec le moteur de réforme triomphant qu'elle prétendait être à sa création. Aujourd'hui, c'est devenu un gouvernement de pure gestion de crise. Ils vivent au jour le jour. Totalement incapable de tracer une vision d'avenir. S'ils restent ensemble, c'est uniquement parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de déclencher des élections anticipées. Surtout avec la montée des extrêmes. Sachant très bien qu'il n'y a plus aucune alternative mathématique pour former une nouvelle majorité, ils sont comme condamnés à rester enchaînés les uns aux autres. Ce qui m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice. Je t'écoute. Quand on connecte tous ces éléments ensemble, ça amène une vraie question troublante.
On rappelle l'objectif historique de Bart de Wever et de son parti, la NVA, le fameux confédéralisme. Oui. Leur but ultime a toujours été de vider l'État fédéral belge de toutes ses compétences pour les transférer aux régions, puis ainsi prouver au monde que la Belgique, en tant que pays uni, est une construction artificielle qui ne peut plus fonctionner. C'est inscrit dans l'ADN du parti, c'est leur raison d'être. Alors, ça donne le goût de voir les choses sous un autre angle. On regarde ce gouvernement bloqué, l'incapacité d'adopter des réformes sans mettre le feu à la rue, la diplomatie qui s'écroule, Ouais. la région de Bruxelles paralysée pendant presque 2 ans, l'ingérence étrangère qui prospère au milieu du chaos. Et si tout ça n'était pas un échec pour le premier ministre? Ah, je vois où tu vas en venir. Si ton but ultime dans la vie politique est de prouver que l'État fédéral est brisé, ingouvernable, puis bon à jeter aux oubliettes, quelle meilleure façon de le prouver que de prendre le volant, d'appuyer sur l'accélérateur vers le mur et de laisser la machine s'enrayer complètement sous les yeux de tout le monde? C'est une hypothèse qui fait froid dans le dos, honnêtement. S'il s'agit d'une stratégie implicite du pourrissement de l'État de l'intérieur, c'est d'une efficacité redoutable. Fait que ça change la perspective. Ça redéfinit complètement notre lecture de son mandat. Gérer l'impuissance de la Belgique pour mieux légitimer sa séparation future. On ne sait pas si c'est du génie stratégique machiavélique ou juste un accident de parcours complètement désastreux. Mais c'est une pensée à garder en tête en observant les prochains mois de la politique belge. Absolument. On va continuer de suivre ça. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'effondrement naturel d'une coalition ou à la démolition contrôlée d'un pays par son propre premier ministre? On laisse ça à la réflexion de ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir été là pour notre analyse approfondie et on se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage. Bienvenue à l'échange intellectuel. Imaginez un pays capable de passer 615 jours sans gouvernement régional, un pays où les partis historiques, ceux-là même qui ont bâti l'État-providence, s'enfoncent sous la barre des 6 %. C'est complètement fou quand on y pense. Vraiment. Et pendant ce temps-là, les extrêmes s'emparent de près d'un tiers des sièges au Parlement. Fait que ce n'est pas un scénario de politique fiction dystopique, là, c'est la Belgique, aujourd'hui même, en ce 20 mai 2026. Ouais, et c'est un laboratoire d'observation absolument fascinant pour quiconque s'intéresse à la mécanique du pouvoir, surtout pour nos auditeurs en sciences politiques, parce que ce qu'on observe en ce moment, c'est pas juste une énième crise gouvernementale belge, c'est potentiellement la fin d'un paradigme. Exactement. Et c'est la question centrale qui va animer notre discussion d'aujourd'hui. Dans le fond, on va décortiquer la tempête qui secoue la coalition fédérale qu'on appelle Arizona. Ce gouvernement dirigé par le nationaliste flamand Bart de Wever, qui rassemble la NVA, les libéraux du MR, les engagés, les socialistes flamands de Voorhout, puis les démocrates chrétiens du CDNV. Une coalition qu'il faut quand même le rappeler est virtuellement tombée à 71 sièges sur 150 dans les derniers sondages. Ouais, c'est bon. Très bas. Elle n'a même plus à majorité absolue dans l'opinion publique, là. C'est ça. Et c'est là que nos lectures divergent fondamentalement. La question, c'est de savoir comment on interprète cette impopularité et la fronde sociale massive qui l'accompagne. De mon côté, je soutiens que ces turbulences sont le coup politique, douloureux certes, mais absolument inévitable et rationnel d'un réalignement macroéconomique indispensable. Tu sais, c'est le prix de l'orthodoxie budgétaire. Et pour ma part, je défends l'idée que cette impasse démontre plutôt la faillite structurelle et même terminale du modèle consociatif belge. Ce qu'on appelle le fédéralisme de coopération est devenu complètement obsolète, incapable de générer un consensus démocratique légitime. OK. Posons les chiffres, parce qu'en sciences politiques comme en économie, on ne peut pas ignorer la réalité comptable. Quand le gouvernement de Wever I a prêté serment il y a un peu plus d'1 an, le déficit public belge était à 3,7 % du PIB. La dette, elle, culminait à 96,6 %. C'est sûr, personne ne nie l'état critique des finances publiques, là. Non, mais ça dicte toute la suite des choses. L'effort budgétaire exigé pour 2026, c'est 2,7 milliards d'euros. Fait que pour aller chercher cette somme-là, il faut des mesures drastiques. Je pense, mettons, à la refonte de la taxe sur les plus-values, fixée à 10 % ou à la limitation des allocations de chômage. C'est sûr que sur le plan électoral, ça fait mal. Oh, ça fait très mal. Oui. Voir les libéraux francophones du MR dégringoler à 13 sièges dans les projections, pendant que la gauche radicale du PTB grimpe à 23 sièges, c'est saisissant. Mais c'est ce qu'on appelle l'usure asymétrique de la responsabilité gouvernementale. Gouverner puis imposer la rigueur en période de stagnation mondiale, ça se paye aux urnes. Ça ne veut pas dire que l'État s'effondre pour autant.
J'aborde la question sous un autre angle. Si on regarde attentivement les données du grand baromètre Ipsos de mars dernier, ce qu'on voit, ce n'est pas une simple usure asymétrique, c'est une véritable rupture métabolique. Une rupture métabolique. Oui, le système est littéralement en train de rejeter la greffe. On projette 47 sièges conjointement pour les oppositions radicales, genre le Vlaams-Belang à l'extrême droite et le PTB à l'extrême gauche. Le centre de gravité ne fait pas que s'éroder, il se désintègre complètement. Attends, une rupture métabolique, c'est un grand mot. N'est-ce pas simplement le cycle normal d'un électorat fâché par l'inflation? Non, parce que ça touche aux fondations mêmes de la façon dont la Belgique a toujours fonctionné. Traditionnellement, la Belgique repose sur la pacification démocratique, la fameuse pacification démocratie. Oui, la mécanique des piliers. Exact. Pour faire simple, c'est un énorme moteur politique où les différents piliers de la société, les catholiques, les socialistes, les libéraux, faisaient des compromis institutionnels. Mais ce moteur-là, il y avait besoin d'huile pour tourner. Et cette huile, c'était l'argent public. Ah, je vois où vous voulez en venir. On achetait la paix sociale en distribuant des subventions et des droits sociaux. Aujourd'hui, les caisses sont vides, fait que le moteur n'a plus d'huile. Donc, selon vous, sans surplus budgétaire, le modèle même de la négociation belge s'effondre. Totalement. Les engrenages grincent et se cassent. Regardez la crise bruxelloise. 615 jours sans gouvernement régional avant l'accord de la Saint-Valentin avec Boris Dillier. C'est un record mondial d'impuissance. C'est un blocage historique, je vous l'accorde. Et regardez le libéralisme flamand. Le Penvelide a essayé de faire un genre de rebranding en changeant son nom pour Anders, puis ils sont quand même plafonnés à 5,6 %. C'est la preuve que les électeurs ne croient plus au cosmétisme politique, là. Ils sont profondément aliénés. Mais justement, si on parle d'aliénation, il faut se pencher sur les mécanismes réels de ces réformes socio-économiques. Vous dites que le moteur n'a plus d'huile. Je réponds qu'il faut alors le rendre plus performant. Plus performant? À quel prix? Prenez le mécanisme Cumulus des pensions qui va pleinement entrer en vigueur l'année prochaine, en 2027. Ou encore la modération salariale. Ce sont des instruments macroéconomiques conçus spécifiquement pour préserver la compétitivité du marché de l'emploi belge face à l'Europe. C'est un triage d'urgence. Le patient hurle de douleur, mais l'opération est vitale. Sauf que le remède est en train de tuer le patient. C'est là que je ne vous suis pas. Si le gouvernement recule, c'est la nécrose de la dette souveraine. Les taux d'intérêt sur la dette belge exploseraient, ce qui forcerait des coupes encore plus brutales. Activer les demandeurs d'emploi et freiner les retraites anticipées, c'est pas détruire l'État social. Au contraire, c'est la seule façon mathématique de le sauver. Je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette idée d'une gestion responsable est en fait une illusion comptable. Allez-y! Prenons une des mesures phares de la coalition Arizona, soit la limitation des allocations de chômage à 24 mois. Sur le papier fédéral, ça libère des millions, le ministre du Budget est super content, la ligne Excel est verte. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe le 25e mois? Ces gens-là sont censés être réintégrés sur le marché du travail grâce aux politiques d'activation, non? Sauf que la magie n'opère pas comme ça dans la vraie vie. Les emplois ne se créent pas instantanément par décret. En réalité, on observe un transfert mécanique. Ces chômeurs de longue durée perdent leur chômage fédéral puis tombent directement sur le filet de sécurité municipal, c'est-à-dire les CPAS, les Centres publics d'action sociale. Donc, dans le fond, vous dites que le déficit est juste repoussé d'un palier gouvernemental à un autre? Exactement. Le gouvernement fédéral se pète les bretelles avec ses économies, mais il organise un transfert massif de la misère vers les communes, qui sont financées par les taxes foncières locales. Et les communes sont déjà sous pression. Au bord de la faillite même. On ne réduit pas la dépense de l'État, on la déplace vers le maillon le plus faible. C'est une casse sociale pure et simple. Et c'est pour ça qu'on a vu cette manifestation monstre du 12 mai. Ah, celle organisée par le Front syndical? Oui, un front commun exceptionnel, là. La FGTB pour les socialistes, la CSC pour les chrétiens, puis la CGSLB pour les libéraux. Tu sais, quand les syndicats libéraux défilent contre un gouvernement qui inclut des partis libéraux, c'est que le contrat citoyen est brisé. Et le pire là-dedans, c'est la méthode employée pour imposer ça. Vous parlez de la loi programme, j'imagine? Oui, une loi programme mammouth de 735 pages
imposée par le CERN, le comité ministériel restreint. C'est-à-dire que quelques ministres s'enferment, décident de tout, puis contournent le Parlement, qui n'est devenu qu'une simple chambre d'enregistrement. Mais si on s'arrête là-dessus une petite seconde, cette centralisation du pouvoir au sein du CERN, ou entre les mains des présidents de partis, n'est-ce pas simplement la seule façon de faire fonctionner une architecture étatique qui est devenue, franchement, beaucoup trop complexe? Je ne suis pas d'accord, c'est un déni de démocratie. Mais puisque l'imposition de cette rigueur fracture la paix sociale et que la négociation traditionnelle échoue, l'hyper-présidentialisation des partis devient une adaptation pragmatique. Pragmatiste, peut-être, mais fondamentalement antidémocratique. Pourtant, ça donne des résultats tangibles. Pensez à l'abrogation de la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. Pendant des années, la Belgique a tourné en rond sur la question énergétique. Et là, grâce à un exécutif fort, le gouvernement a pu signer cette fameuse lettre d'intention avec Engie pour nationaliser en partie les actifs nucléaires. Une décision très controversée. Controversée, oui, mais d'une lourdeur technique et financière inouïe. Elle n'aurait jamais pu être prise si on devait la négocier virgule par virgule avec 150 députés dans une logique de consensus mou. Le pouvoir concentré permet d'agir vite. Vous appelez ça agir vite? Moi, j'appelle ça une arène de gladiateurs qui paralyse l'État de l'intérieur. Cette concentration du pouvoir chez les présidents de partis n'a pas créé un exécutif fort, elle a créé un système où des égos surdimensionnés entrent en collision permanente. Comment ça? Les partis de la coalition Arizona finissent toujours par s'entendre sur les gros dossiers au bout du compte. Et s'entendent après avoir pris la population en otage. Ouais. Décortiquons la dynamique entre Bart de Wever pour la NVA puis Georges-Louis Boucher pour le MR. De Wever théorise ouvertement une gouvernance asymétrique. Il assume presque de ne répondre politiquement qu'aux intérêts flamands. C'est sa base électorale en même temps. Oui, mais de l'autre côté, Georges-Louis Boucher agit simultanément comme un partenaire incontournable de la majorité et comme le premier opposant au gouvernement de l'intérieur. Il défend sa ligne libérale, c'est de bonne guerre politique. Mais regardez les mécanismes de cette défense-là. Il est allé jusqu'à paralyser temporairement le mécanisme des aides énergétiques pour les ménages en plein hiver, simplement pour asseoir sa ligne rouge sur l'orthodoxie fiscale. Le gouvernement devient incapable de gouverner sereinement parce que chaque président de parti cherche le coup d'éclat permanent sur les réseaux sociaux. C'est un aspect intéressant de l'hyper-présidentialisation, ça, l'utilisation massive des médias sociaux. C'est une anomalie démocratique profonde, oui. Aujourd'hui, les partis belges s'allouent des dotations publiques colossales. Au lieu d'utiliser cet argent-là pour la recherche politique ou l'engagement citoyen, ils financent des campagnes publicitaires massives. Pour cibler les électeurs directement. Documenter ce phénomène-là. C'est vrai que la communication a changé? Elle a purement et simplement remplacé la redevabilité politique. Le président de parti n'a plus besoin d'expliquer le comment et le pourquoi de sa politique aux journalistes de fond. Il pose juste une vidéo sponsorisée à ses militants. OK, je vous accorde que cette communication en silo crée, disons, une certaine cacophonie au sommet de l'État. C'est bruyant, c'est parfois chaotique sur la scène intérieure. Mais cette dynamique interne, qu'on le veuille ou non, ne nous empêche pas de projeter une politique étrangère crédible face aux crises internationales. Quoi? Vous trouvez que la diplomatie belge est crédible en ce moment? Ouais. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur ce front. La politique étrangère de la coalition Arizona est empreinte d'un réalisme assumé qui contraste avec les postures très morales, mais souvent irréalistes du passé. Du réalisme. Je demande vraiment à voir. Prenons l'exemple des actifs russes gelés. La Chambre de compensation Euroclear qui siège en Belgique détient environ 210 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe. Il y avait une pression internationale énorme pour que la Belgique confisque purement et simplement cet argent pour l'envoyer à l'Ukraine. Et le refus de Douai-Fer d'y aller a été perçu comme un manque de solidarité européenne clair. Et si on analyse les mécanismes financiers, c'est une mesure de protection indispensable. Si un pays commence à confisquer unilatéralement les actifs d'une banque centrale souveraine, ça crée un précédent juridique mondial majeur. C'est un argument technique pour cacher une frilosité politique? Pas du tout. Les pays du Sud global, la Chine, le Moyen-Orient,
auraient immédiatement retiré leurs avoirs de la zone euro par peur d'être les prochains. Le veto de 2 verts n'était pas de la lâcheté, c'était une manœuvre pour protéger la stabilité financière de l'euro. De la même façon, la reconnaissance de l'État palestinien annoncée à l'ONU a été soumise à des conditions strictes. Ne confondez-vous pas la réalité complexe d'une diplomatie de coalition multipartite avec une réelle défaillance de l'État? On ne cède pas à l'émotion, on navigue la complexité. Vous peignez ça comme de la stratégie de haut vol, mais en coulisses, c'est un naufrage absolu, honnêtement. Ce n'est pas du réalisme, c'est de la diplomatie bicéphale. Bicéphale, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, puis qu'ils se contredisent en direct. Sur le dossier russe que vous citez, vous oubliez de mentionner que le propre ministre des Affaires étrangères du gouvernement, Maxime Prévost, désengagé, a dû sortir dans la presse pour recadrer publiquement le premier ministre de Weaver. Il y a eu un recadrage, oui. Il a dû réaffirmer le soutien de la Belgique à des sanctions renforcées parce que les déclarations ambiguës du premier ministre étaient en train de provoquer un désastre diplomatique avec nos alliés d'Europe de l'Est. Tu sais, quand le ministre des Affaires étrangères doit publiquement désavouer son chef de gouvernement, on n'est pas dans le réalisme complexe, là, on est dans la perte de contrôle totale. Bien, c'est le prix d'une coalition à 5 partis. Il y a des sensibilités différentes aménagées au jour le jour. Mais ça va beaucoup plus loin qu'une simple friction entre partis. C'est la souveraineté même de l'État qui est devenue perméable. Il suffit de regarder la crise de l'ingérence étrangère dans l'enquête judiciaire anversoise sur les Moëls. Ah oui? Ce fameux dossier sur les circonciseurs rituels en Flandre. Expliquez-nous comment ça relève de la politique étrangère au juste. Au départ, c'est une affaire de législation fédérale et de régulation sanitaire locale à Anvers. Mais très vite, on a vu des pressions diplomatiques directes et assumées, en plus, s'exercer sur les institutions belges de la part des États-Unis et d'Israël. C'est vrai que le lobbying a été intense. Intense. Le niveau de pression externe était tel que la commission d'éthique du Parlement fédéral a dû intervenir formellement. Elle a averti l'un de ses propres députés de la majorité de cesser ses actions de lobbying auprès de puissances étrangères sur une législation belge en cours. Oui, c'est effectivement un incident parlementaire sérieux, je l'admets. C'est bien plus qu'un incident. C'est la preuve accablante que l'État fédéral est devenu une coquille vide. Quand les divisions internes d'un gouvernement sont si profondes, des acteurs étrangers peuvent s'immiscer directement dans le processus législatif national en s'appuyant sur l'un ou l'autre parti de la coalition. Le gouvernement est incapable de projeter une souveraineté cohérente. Le bouclier de l'État est fracturé de l'intérieur, complètement. Écoutez, c'est une lecture particulièrement dure des événements, mais on doit admettre que la résilience de l'architecture étatique belge a souvent survécu à ce genre de pronostic fatal par le passé. Si l'on doit synthétiser nos analyses respectives, je maintiens ma posture de départ en insistant sur le fait que la forme suit la fonction. C'est-à-dire, vous justifiez la méthode par les résultats. Dans le fond, oui. Le gouvernement Arizona, malgré ses tiraillements internes puis la grogne dans les rues, accomplit un travail macroéconomique ingrat mais essentiel. On le voit bien avec la consolidation financière dans un contexte de turbulence mondiale. S'attaquer de front au mécanisme des pensions, limiter le chômage pour forcer l'activation, stabiliser la dette exigée par l'Europe, tout ça demande un courage politique indéniable. Un courage qui se fait sur le dos des plus vulnérables. L'exécutif accepte que cela lui coûte très cher électoralement. La preuve, c'est la chute vertigineuse des libéraux dans les sondages. C'est la rançon inévitable de cette responsabilité historique. Fait que l'usure du pouvoir est sévère, oui, mais le cap de la rationalisation de l'État est maintenu. Et de mon côté, je maintiens que s'obstiner sur ce cap avec cette méthode-là nous mène droit dans le mur institutionnel. Quand on fait une analyse systémique de la situation, on voit très bien que les mécanismes même de la gouvernance sont cassés. Cassés de façon irréversible. Absolument. Le transfert des coûts vers les communes via les CPS détruit le tissu social local. L'utilisation outrancière du cairn et la marginalisation du Parlement détruisent la légitimité démocratique. Et la polarisation extrême avec le Vlaams-Belang et le PTB qui vampirisent près d'un tiers de l'électorat prouve que le modèle consociatif traditionnel a rendu l'âme.
C'est pas juste une crise passagère, c'est vraiment la fin du fédéralisme de coopération belge tel qu'on le connaît. Bien, malgré nos divergences sur la viabilité de ce système, je crois que nous arrivons à un point de convergence majeur aujourd'hui. C'est que l'élection de juin 2024 et la formation laborieuse de cette coalition Arizona ont modifié de manière permanente la matrice politique en Belgique. Ah, ça c'est indéniable. Le centre politique a été complètement évidé. Exactement. Nous assistons à une bipolarisation territoriale très nette. Au nord, en Flandre, tous jouent désormais dans un duel fratricide à droite entre la N-VA et l'extrême droite du Vlaams-Belang. Oui. Et pendant ce temps-là, au sud, en Wallonie et à Bruxelles, le paysage est bloqué par le face-à-face idéologique tendu entre le pôle libéral du MR et l'axe de gauche dominé par le PS et le PTB. C'est deux mondes politiques qui s'éloignent. Le paysage électoral ne reviendra plus à son point d'équilibre des années 90 ou 2000. Le logiciel a changé. Point. Absolument. Et c'est précisément pour cela que j'encourage vivement nos auditeurs, puis tout particulièrement les étudiants en sciences politiques qui suivent ce dossier de près, à considérer la Belgique non pas comme une simple anomalie, mais vraiment comme un laboratoire d'observation à ciel ouvert. C'est un cas d'école parfait. Si vous voulez comprendre comment les systèmes de gouvernance multiniveau encaissent ou s'effondrent sous le poids des crises systémiques, d'une dette galopante puis d'une population polarisée, ben il suffit de regarder vers Bruxelles aujourd'hui. En définitive, la question de savoir si les turbulences actuelles sont les douleurs nécessaires d'une modernisation de l'État ou les derniers soubresauts d'un modèle institutionnel en fin de vie, ça reste ouvert. Les données continueront d'évoluer et nos interprétations avec elles. C'est sur cette réflexion de fond que nous clôturons l'échange intellectuel. Merci pour ce débat riche et bonne réflexion à tous. Sensimilla. This scratch made Thai stick taste like oregano. Lay you out flat, man. Got a red light, sir. What on?